Bonjour, je vais vous parler de la morphosémantique. C'est un mot qui est un petit peu barbare et qui combine morphologie et sémantique, comme son nom l'indique. Un mot valise, je crois qu'on dit. La morphosémantique, c'est l'étude de l'influence du signifiant sur le signifié. Là aussi, vous allez me dire, c'est un peu barbare. La morphosémantique, c'est le fait que la façon dont le langage, dont les mots sont construits, influe sur la pensée. C'est peut-être plus clair. Et donc, il y a des pièges de la morphosémantique, parce que parfois, elle nous aide à penser, parce que la construction formelle pèse sur le fond des choses, et parfois, elle nous empêche de penser sainement. Je vais vous prendre quelques exemples de l'ambiguïté du langage. Il y a des rapprochements qui se font d'un point de vue morphosémantique dans certaines langues, et pas dans d'autres langues, par exemple. Par exemple, en français, on est quand même assez encouragé à rapprocher il et elle, les deux pronoms personnels de la troisième personne, aussi bien du singulier d'ailleurs que du pluriel. C'est moins le cas en anglais ou en allemand. En anglais, c'est he et she, et en allemand, alors là, c'est er et sie. Il n'y a pas de rapport avec l'hérésie. Donc, quelque part, un allemand qui emploie er pour dire il et sie pour dire elle, eh ben, il ne perçoit pas clairement le rapport entre les deux significations. C'est-à-dire que le signifiant n'aide pas à sous-tendre le signifié. D'ailleurs, longtemps, la linguistique s'est construite dans un refus de la morphosémantique. Non, ça n'a pas d'importance, ce ne sont que des arbitrages, des arbitraires, l'arbitraire du signe, etc. Mais en réalité, la psycholinguistique, si on veut, ou la sociolinguistique, nous conduit à penser que on ne peut pas faire abstraction dans une langue donnée d'un certain nombre de rapprochements ou de non-rapprochements, et que cela va peser sur le raisonnement, sur la communication, sur le consensus. Alors, inversement, en français, on a monsieur et madame. Aucun rapport. Alors qu'en espagnol, on a señor et señora. Signor, signora. Donc là, le rapprochement se fait entre les deux sexes. En allemand, on dit Frau et Herr. Pas de rapport. Bon. Donc, voyez-vous, tout dépend des langues. Alors, on pourrait étudier chaque langue de ce point de vue morphosémantique. Et ça va très loin. On est piégé constamment, les gens qui n'ont pas une certaine maîtrise de ces questions sont piégés par l'organisation même du langage, l'organisation morphosémantique du langage. Je vais prendre un exemple assez étrange. Le participe passé ajouté. Ajouter, avec un accent aigu aujourd'hui, mais autrefois c'était ED, ce qui a donné le ED anglais. Added, par exemple. Ajouter, qu'est-ce que ça veut dire ajouter? Ça peut vouloir dire soit quelque chose qui a été ajouté, soit quelque chose à quoi l'on a ajouté. On peut employer le mot augmenter. Donc, je veux dire par là que ça veut donc dire une chose et son contraire, en fait. Est-ce que c'est la personne qui s'est vue ajouter quelque chose, ou bien est-ce que c'est la chose en question
qui leur a été ajouté. C'est pas tout la même chose. Voilà le genre de problème qui brouille la réflexion intellectuelle quand celle-ci n'est pas suffisamment dynamique et aiguë et aiguisée. Alors, on va continuer dans ce genre de réflexion, mais il s'agirait de déboucher sur quoi? Il s'agirait d'utiliser des expressions qui ne sont pas ambiguës. Mais souvent, les gens se complaisent dans l'ambiguïté, justement. Alors, on a par exemple le cas classique du chapitre 2 de la Genèse en hébreu. En hébreu. Parce que là, justement, encore une fois, on va avoir des problèmes de champ morphosémantiques différents selon la traduction en français de la formule hébraïque. En hébreu, on a elle s'appellera Isha parce qu'elle est tirée de Ish. Donc là, pas de problème. Alors, certains qui traduisent dans une autre langue, ils ne comprennent pas l'argument. Ils croient que l'argument est purement le fait que la femme aurait été tirée de la côte d'Adam, pour en prendre une formule connue. Mais non, là, il s'agit véritablement d'une application morphosémantique. On va appeler Adam Ish, et l'hypostase, ce qui a été tiré d'Adam, on va l'appeler Isha. Alors ça, évidemment, quand on traduit par homme et par femme, ça passe pas. On ne voit pas le rapport morphosémantique. On voit un rapport sémantique, mais pas morphosémantique. Donc là, le morphologique, il est largué. Le binôme ne fonctionne plus. Alors maintenant, quand on traduit Isha par la femme, est-ce que c'est ce qui est dit dans le texte hébraïque? On dit, on a créé un être à partir de Adam, qu'on appellera Isha, si l'on admet que Adam est appelé Ish. Pas de rapport avec la femme. Oui, mais le problème, c'est que en hébreu, Isha, par ailleurs, veut dire la femme. Donc là, il y a un souci, il y a une aporie. Comment résister au rapprochement entre cette Isha tirée de Ish et le fait qu'on appelle la femme Isha. À la fois pour désigner la femme par rapport à l'homme, mais à la fois pour désigner l'épouse, en plus. Comme en français d'ailleurs. C'est l'un des points communs entre le champ morphosémantique de l'hébreu et du français, c'est le mot pour désigner la femme. C'est à la fois la femme, l'épouse. Et d'ailleurs, en français, on a aussi l'expression assez étrange, une fille, c'est à la fois une fille par opposition au garçon, et c'est aussi la fille de quelqu'un. Pour vous montrer que le champ morphosémantique, c'est passionnant. Alors, comment lutter contre cela? Comment pouvez-vous discuter avec quelqu'un qui, dans sa tête, a le mot Isha, si je parle en hébreu, qui veut dire la femme, mais qui aussi veut dire tout simplement le prolongement de Ish, prolongement grammatical. Ish, Isha. Voyez-vous, ça craint, ça pose problème. Alors, pour revenir à la question du masculin et du féminin, qui est quand même un élément essentiel de mes réflexions, mais qui bute sur le problème morphosémantique. Je rappellerai d'abord que dans le chapitre 1, on dit que
Adam a été créé, bara, au sens de Zachar et Nekeva, qu'on va traduire par mâle et femelle. Donc vous voyez bien que ce ne sont pas les mêmes mots que l'on emploie au chapitre 2 où on parle de Ish et Isha. Parce que la Isha, ça n'est pas la Nekeva. Zahar et Nekeva, ce sont les deux facettes de l'androgyne. Et l'androgyne, c'est le Ish du chapitre 2, auquel on adjoint une Isha. Vous me direz pourquoi c'est un féminin? Tout simplement parce que, ça aussi c'est une règle morphologique, souvent, quand on dérive un mot d'un autre, eh bien, on le féminise. Par exemple, actif, quand on veut le dériver pour former un adverbe comme activement, on le féminise, on le fait actif, activement, bon, etc. Et d'une manière générale, en français comme en hébreu d'ailleurs, mais en français notamment, le féminin est toujours plus long que le masculin, même si on ne parle pas de femme, hein, c'est-à-dire, ça n'a rien à voir. Vous savez qu'en français, les mots sont masculins ou féminins sans rapport avec le sexe, ni de celui qui l'utilise, parce que c'est la différence d'ailleurs entre l'anglais et le français. Quand la femme va pouvoir dire, on va dire de la femme, elle a sa maison. Ça renvoie à la maison. Elle a son chien, renvoie. Alors qu'en anglais, on va dire she has her house, her dog. Donc là, voyez-vous, donc c'est pas. Là aussi, il y a un problème de champ morphosémantique qui est complètement différent entre le français et l'anglais sur ce point-là. Donc j'ai essayé de traduire, parce que c'est finalement de ça qu'il s'agit, c'est l'épreuve de traduction. Comment peut-on traduire Isha, la Isha du chapitre 2 de la Genèse, en français? Pour respecter cette dualité, vous savez que le problème des traducteurs, c'est de respecter la cohérence morphosémantique de la langue de départ. Comment traduire Isha? On va traduire par femme. Pourquoi est-ce que vous voudrez traduire par femme? Parce qu'en hébreu, dans d'autres cas, Isha veut dire femme. Oui, mais ce n'est pas un argument. Ce n'est pas un argument décisif. Ici, il faudrait traduire par un ajout, une hypostase, un prolongement, une aide, etc. etc. Je dis une aide parce que justement c'est le mot qui désigne la Isha dans la bouche même de Elohim, Ezra. On va lui donner une Ezra, une assistance. Donc, on pourrait proposer que Adam, devenant Ish, par rapport à Isha, est assisté, aidé. Il est celui qui est aidé. Et la Isha est celle qui aide, qui est censée aider. Elle est l'aidante. Elle est l'assistante. Donc là, nous avons la possibilité, en français, mais aussi dans d'autres langues, d'utiliser la dialectique entre le participe passé et le participe présent. Le participe passé pour désigner celui qui subit quelque chose, et le participe présent pour celui qui apporte quelque chose. On a en anglais, par exemple, helped, qui voudrait dire celui qui est aidé, et helping, celui qui est aidant. Et on a la même chose en allemand, dans d'autres langues. En hébreu, je n'y ai pas réfléchi. Il y a effectivement la possibilité probablement de le faire parce qu'en hébreu, on a ce qu'on appelle le factitif. C'est-à-dire, par exemple, Ani kotev, j'écris, Ani martiv, je dicte. Je fais écrire. On ne va pas fatiguer là-dessus. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que chaque fois qu'on traduit, on entre dans un labyrinthe morphosémantique propre à la fois à la langue de départ et à la langue d'accueil. Mais je pense que rétablir la dualité entre le participe passé et le participe présent me semble une excellente idée
dans le cas que j'ai pris tout à l'heure, pris tout à l'heure de ajouter, eh bien, il y a ce qui est ajouté et ce qui est ajoutant. Donc la femme, enfin la isha, ici, serait l'ajoutant ou l'ajoutante. Enfin, bon, on peut utiliser une forme neutre. Et l'homme, Adam, l'androgyne, serait l'ajouté. Même si l'on sait que dans la pratique morphosémantique du français, comme on l'a dit tout à l'heure, l'ajouté pourrait être aussi l'ajoutant. Mais si on veut être un peu rigoureux, on va abandonner cette formule où on utilise le participe passé à la fois dans un sens et dans l'autre, parce qu'autrement on n'y comprend plus rien. D'ailleurs, en français, il y a des choses aussi étranges. Par exemple, apprendre, on ne sait pas si apprendre, c'est j'apprends de quelqu'un ou si j'apprends à quelqu'un. Là, ça dépendra de la préposition. Mais d'accord, n'empêche qu'on a des confusions. D'ailleurs, on ne trouve qu'en français, d'une certaine manière, enfin, je ne suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, il y a des choses, on sait très bien que si on va dans certaines directions, sur certains terrains, on a des sables mouvants au niveau morphosémantique.